la présentation. Alors, c'est bon pour vous? Vous voyez le support? Oui. Bon, très bien. Alors, on démarre. Donc, le thème aujourd'hui, ce sont, comme on vous l'avait annoncé, les auberges collectives, opportunités pour les territoires. C'est la question qu'on va traiter, qu'on va se poser, comment, pourquoi et comment éventuellement des collectivités peuvent se saisir de ce type de projet et développer cette offre sur leur territoire. Alors, pour commencer, donc je me présente et je suis accompagnée, elle se présentera juste après, de Marie-Geoffroy-Gauthier du réseau Hostal dans le Finistère. Donc moi, je suis Mathilde Elias du cabinet Alliance. J'interviens sur les projets d'hébergement collectif au sein du cabinet Alliance. Donc, je suis aujourd'hui consultante sur des études d'opportunité, de faisabilité. J'ai aussi travaillé précédemment dans plusieurs structures d'hébergement collectif, dont VVF. Voilà. Donc, je passe la parole à Marie pour qu'elle puisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, moi, je m'appelle Marie-Geoffroy-Gauthier. Je suis directrice générale donc, du réseau Hostal, qui c'est une association qui existe depuis plus de 70 ans. Alors, pour ma part, j'y suis depuis quelques années maintenant. Ça fera une petite dizaine d'années à la fin de 2025, en ayant commencé comme directrice de structure. Donc, ce qui me permet d'avoir aussi un regard, on va dire, opérationnel sur la gestion d'un établissement. Et puis, au fil du temps, j'ai également travaillé dans le développement social local à la CAF et dans le développement social local également en collectivité, ce qui m'a permis d'avoir aussi différents regards indépendamment des structures qui gèrent en fait des hébergements. Merci Marie. Alors, on va d'abord voir rapidement par les étapes par lesquelles on va passer dans ce webinaire avant de vraiment rentrer dans le sujet. Donc, tout d'abord, on va parler des tendances qui sont en cours au sein des hébergements collectifs. Puis, grâce à Marie, on pourra venir illustrer ces offres, des projets, des problématiques très concrètement en vous présentant le réseau Hostal, ces offres d'hébergement, de restauration, de services qui, vous verrez, sont autant en fait, de façons de répondre aux besoins des territoires d'implantation de ces structures. Ensuite, on fera un petit point sur le classement Atout France, auberge collective. Puis, on parlera des opérateurs présents sur ce secteur et on terminera par voilà, une auberge collective sur mon territoire. On aura répondu au pourquoi et on reprendra le comment. Comment, par quelles étapes ça peut passer. Et vous le voyez, on ouvrira un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc, je vous invite en fait, si vous avez des choses qui vous interpellent, des interrogations, des témoignages aussi peut-être complémentaires, à les noter au fur et à mesure de la présentation et on en échangera sur vos points à la fin de la présentation. Et je vois qu'on est un petit peu plus nombreux que tout à l'heure. Donc, du coup, je pense que voilà, vous aurez aussi dans le. Je vous enverrai la liste des participants. On va peut-être pas faire le tour de table complet parce que sinon ça risque de nous prendre un peu de temps. Voilà. Alors, on démarre sur les tendances des hébergements collectifs. Alors, vous voyez sur cette diapo, on a des images qui sont un peu peut-être choc volontairement, un peu caricaturales aussi, avec un avant-après. Mais c'est pour bien dépoussiérer le sujet, les idées reçues qu'on peut avoir sur les hébergements collectifs, sur les auberges de jeunesse, si on connaît mal ces offres.
Vous voyez le avant-après, avant des formats très collectifs, plutôt froids, dans des styles de collectivité, des grands dortoirs, des grandes tables. Et vous avez les images après, je pense que vous connaissez à peu près tous, sûrement c'est ce type d'offre, hein, où on est sur des choses beaucoup plus tendances en termes de décoration, de design, d'espace collectif, etc. Donc Excuse-moi voilà. Mathilde, mais je ne sais pas si Oui. c'est le cas pour tout le monde, mais moi je vois pas les slides avant-après. Je suis restée sur la première. Est-ce que ça défile pour vous? Oui, apparemment ça fonctionne. Donc, Non, chez moi ça ne fonctionne pas non plus, hein. Je suis aussi sur la première slide. Chez moi non plus, Mathilde. je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer de vous partager mon écran. Peut-être ça fonctionnera mieux. Vous me dites si vous voyez mon écran? Oui. Oui, alors on va essayer comme ça. Je vais le mettre en diaporama, vous le verrez pleinement. Par contre, ça veut dire que moi, je ne vous vois pas. Donc, si jamais vous avez des interpellations importantes, vous faites exactement comme vous venez de faire, vous prenez la parole. Alors, hop, donc je reprends sur le avant-après, pour que tout le monde le voit. Les images un peu choc, hein, qui traduisent en fait l'évolution récente, mais qui a quand Non, même ça ne bouge maintenant pas, 10. Mathilde. Excuse-moi, Mathilde, Pardon? mais là, on reste bloqué sur la. Alors, pour ma part, en tout cas, je reste bloquée sur le Pareil partage de ici. ton écran. Bah là, j'ai pas d'autre solution, hein. Si ça fonctionne pas, est-ce que ça fonctionne toujours? Partage d'écran, je vais encore essayer autre chose. Partage peut-être de fenêtre. Alors, fenêtre. Moi, En plus, ça fonctionnait fonctionne tout chez à d'autres l'heure. personnes? Ouais. Ça marchait la première version. La deuxième, ça fonctionnait pas, mais la première, oui. Moi aussi, ouais, ça marchait. Moi aussi, la C'est première. ça. C'est étrange. Là, Alors, là, est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, tout à fait. Oui. Oui? Est-ce que vous voyez du coup, si je change là, Ouais, c'est Ouais. bon. ça change chez vous? Ouais. Ok. Alors, on va faire comme ça, si ça fonctionne. Bon, je ne vais pas reprendre le commentaire, hein, mais là, vous voyez normalement tous les photos de ces évolutions qui sont maintenant Très bien. qui datent déjà d'il y a quelques années, hein, qui sont en cours dans les hébergements collectifs. Qu'est-ce qu'on peut en... Pardon? Est-ce que vous pouvez, par contre, si vous n'intervenez pas, fermer vos micros, s'il vous plaît? Je vois Monsieur Pajot, votre micro, il est ouvert encore. Voilà, merci. Donc, dans ces tendances, hein, ce qu'on peut souligner, retenir, c'est déjà des évolutions qui sont importantes dans les espaces nuits. Vous voyez ici des photos de référence. On a des auberges de jeunesse, des grands groupes, hein, accords, ou de plus petits groupes comme le Slow Hostel, ou de structures plus indépendantes. Là, on a mis l'exemple d'Archipel Volcan, qui est près de chez nous en Auvergne. Ces espaces nuits, en fait, de plus en plus, ils vont être au sein de ces hébergements collectifs diversifiés. C'est-à-dire qu'on a bien sûr, on va retrouver les chambres partagées, hein, les dortoirs comme dans les auberges de jeunesse d'origine, mais aussi des chambres privées, des chambres familiales, avec du confort privatif. Et ça, en fait, c'est très important. Ça va permettre aux hébergements de s'adresser à des clientèles diversifiées, qui peuvent aller jusqu'à, par exemple en milieu urbain, jusqu'à la clientèle affaires, comme de l'hôtellerie, à partir du moment où vous avez des chambres duo tout confort. Donc voilà, ça c'est peut-être l'élément le plus notoire, c'est ces évolutions avec des espaces nuits diversifiés, mais aussi en termes d'espaces collectifs, en fait, ces espaces collectifs prennent de plus en plus de place aussi au sein des établissements.
Ils tiennent un rôle très important dans toute la politique d'animation, d'événementiel, d'ouverture sur le territoire, de rencontres entre des touristes et des habitants qui peuvent y avoir lieu. Ils vont être aussi très importants en termes de modularité pour les clientèles, puisqu'on peut avoir à ce moment-là des réunions d'entreprise, des séminaires, on peut privatiser des salles pour des groupes, on peut avoir aussi tout simplement des espaces de détente, de convivialité, de travail aussi, pour des jeunes qui peuvent avoir besoin de travailler en dehors de leur chambre partagée ou même de leur chambre duo. Donc, ces espaces-là sont de plus en plus développés, sont de plus en plus soignés et de plus en plus modulables, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations. Et puis, enfin, les offres, elles sont complétées par des offres de restauration qui sont au service aussi de ces différentes clientèles, qui prennent des formes variées, qui prennent plus ou moins d'importance selon les établissements, selon leur situation, et qui sont par contre toujours dans des formats très conviviaux, disponibles aussi sous forme de snack un petit peu toute la journée, des espaces qui vont accueillir aussi de l'événementiel autour de soirées thématiques, de repas un peu festifs, de choses comme ça. Donc voilà pour ces grandes tendances et composantes de l'offre, ces évolutions qu'on peut noter ces dernières années dans les hébergements collectifs. Et là, on voit des structures plutôt de type hostel, mais les structures associatives du tourisme social et solidaire, elles engagent également le même type d'évolution. Voilà. Donc, je pense que Marie, vous pouvez aussi illustrer ces évolutions au sein de ton réseau avant de nous présenter les offres d'Hostal. Oui, tout à fait. Alors oui, en termes d'évolution, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, pour une association qui existe depuis 70 ans, elle avait aussi monté ses structures et ses hébergements avec un modèle qui aujourd'hui est un peu daté, c'est-à-dire avec des chambres, comme le précisait tout à l'heure Mathilde, avec des chambres avec un confort, des dortoirs de 6 à 8 lits par dortoir, des lits superposés que vous connaissez, très, très, très proches de la collectivité. Et depuis les évolutions sociétales, en fait, liées aussi aux attentes des publics qui ont changé, des attentes aussi de territoire qui ont également évolué, l'association a dû s'adapter au fil du temps et le fait encore. On a encore du travail sur la planche pour justement rénover, en fait, re-questionner notre offre et apporter des solutions d'hébergement qui sont quand même plus actuelles et plus équipées que ce qu'on ne pouvait voir précédemment. Peut-être juste aussi pour compléter, c'est que précédemment, on était sur une fréquentation de nos structures à plus de 80% par des groupes. Et les groupes, finalement, n'ont pas les mêmes, des groupes d'enfants, particulièrement, des scolaires. Et donc, ces établissements ont été conçus pour essentiellement cet accueil de groupe. Et sur les 20% restants, on était sur une clientèle individuelle, plutôt baroudeuse. Donc là, je parle des années 70-80. Plus baroudeuse et qui finalement se suffisait d'un lit en dortoir assez simple. Aujourd'hui, la tendance en termes de fréquentation des publics, elle n'est plus de 80%, 20%, mais plutôt en moyenne des équipements entre 65 et 35. Donc, on voit bien que la clientèle individuelle est plus présente, donc nous amène aussi à adapter nos structures en fonction. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu qui nous sommes finalement. Donc Hostal, c'est une marque qui a été déposée l'année dernière, non, maintenant c'est 2023, donc il y a 2 ans, pour une association donc départementale des auberges de jeunesse du Finistère, donc précédemment appelée Adage 29, qui est totalement indépendante. Vous connaissez certainement le réseau national de la FUAGE, HI France,
L'association a adhéré, a été affiliée en fait à cette organisation il y a encore plus de 20 ans, mais a fait le choix en fait de prendre son indépendance et est un réseau pour le moment donc finistérien, uniquement basé sur le département du Finistère et essentiellement sur le littoral finistérien. Donc on a des liens de réciprocité en fait permettant à nos passagers, parce que nous appelons les personnes qui occupent nos structures des passagers, ils peuvent circuler dans toutes les auberges avec leur adhésion qui est unique pour tout le monde en fait. Donc Hostal, c'est un réseau breton d'hébergement collectif et de restauration. En effet, on a 4 auberges de jeunesse qui se situent sur, pour la plus grosse, Brest, Morlaix, Concarneau et puis l'île de Bas. 2 gîtes d'étape que nous avons pris en gestion depuis 2 ans pour l'une et une autre qui a ouvert avant-hier. Et puis 2 restaurants. On en parlera par la suite, mais ça, c'est une offre qui est assez nouvelle dans le réseau Hostal et je vous expliquerai comment on en est arrivé à ça. Très bien. Alors, je vais essayer peut-être de lancer la vidéo. Je ne sais pas du coup si ça va fonctionner avec ce système de partage. Je ne pense pas que tu pourras le faire par ce biais-là. Alors, attends, si j'ai le lien, ou je vais sur... Appuie sur CTRL en même temps que tu cliques sur la petite... Voilà, c'est ça. Il faut que tu fasses ça et CTRL en même temps. Attendez, vous voyez là ou pas? Oui, enfin on voit la même chose que tout à l'heure. Non, on ne voit pas la vidéo là. Oui, parce que du coup, alors attendez, il faut que j'arrête peut-être et que je partage. Je suis désolée pour ces petits soucis techniques. Normalement, tout ça fonctionne beaucoup mieux, mais là non. Alors, si je fais comme ça, vous devriez la voir là. Oui? Vous pouvez me dire si vous êtes sur la vidéo? Ok. Alors voilà, on est parti un petit peu en Bretagne, hein, ça fait du bien, ces belles images. Je repartage la présentation. Alors, comme ça, voilà. Et donc du coup, après qu'on ait pu aussi visualiser un petit peu ces hébergements, ces ambiances. Marie, peut-être c'est important de préciser, donc Hostal, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un acteur associatif inscrit dans le tourisme social et solidaire qui est appuyé en fait sur un certain nombre de piliers et de valeurs dont tu peux nous parler. Oui, alors c'est vrai que pour reprendre l'essence même d'Hostal, en fait, Hostal c'est une histoire de partage et de territoire pour commencer.
qui avait pour mission et qui a pour mission de rendre accessibles des lieux qui sont exceptionnels au plus grand nombre. Vous avez pu voir sur la vidéo des lieux qui sont quand même beaucoup sur le littoral, avec des grands équipements, notamment classés monuments historiques. Bref, l'association s'inscrit aussi dans une démarche d'ouvrir le patrimoine au plus grand nombre. Pour ce faire, donc les valeurs de l'association, c'est pour commencer le sens de l'accueil. Voilà, on est dans l'accueil du public, le partage, le collectif, la convivialité, le vivre ensemble, le faire ensemble. Finalement, ça, ce sont des valeurs qui existent depuis plusieurs décennies dans l'association et qui aujourd'hui font sens encore, et peut-être encore plus. Les piliers, donc la responsabilité sociale et environnementale. Dans nos actions, nous cherchons à faire toujours au mieux pour d'un point de vue social et d'un point de vue aussi environnemental dans nos constructions ou rénovations. On essaie de faire attention dans le choix de nos matériaux ou de nos équipements. L'accessibilité, alors qu'elle soit tarifaire, on essaye de maintenir des tarifs de proposer des tarifs qui soient relativement bas pour que une bonne partie des personnes puissent circuler dans nos structures. Et puis la mixité, alors l'accessibilité tarifaire et l'accessibilité aussi aux personnes en situation de handicap, où toutes nos structures sont adaptées à ça. La mixité sociale, c'est vraiment le point de départ d'une auberge, c'est-à-dire que c'est fait pour tout le monde. Donc on va favoriser la rencontre des personnes qui viennent de tout horizon, de par justement les diverses activités qu'on va pouvoir retrouver dans les établissements. D'accord. Et donc, on va venir tout de suite sur des illustrations de certains services, activités que Hostal a mis en place dans des contextes particuliers et vraiment pour répondre aux spécificités d'attente de clientèle, de besoins de ces territoires. Oui, donc au démarrage, on avait 4 auberges de jeunesse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi fait le choix de développer notre réseau sur des structures qui sont plus petites, type gîte d'étape, toujours en lien avec les territoires, en fait. On travaille essentiellement et aujourd'hui exclusivement avec les collectivités. Donc, si une collectivité a un projet de développement, elle s'attache à nous, pour certaines nous ont contactés pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut les accompagner dans le montage de leur projet. Donc, pour exemple, là sur Scrignac, qui est une toute petite commune, mais vraiment toute petite commune de moins de 400 habitants au cœur de la Bretagne, en tout cas au cœur du Finistère. Une ancienne gare en fait existait, ils avaient un gîte d'étape, mais n'avaient plus la vocation, en tout cas, à le gérer en direct, parce que pour une collectivité, c'est pas forcément simple. Donc, on a monté ensemble ce projet et nous gérons donc du coup l'exploitation du gîte d'étape et y avons apporté aussi des services annexes, type donc le food truck saisonnier, qui permet d'avoir une offre de restauration. On est sur des voies, les voies vertes, essentiellement sur des voies GR34, voies vertes, donc à destination essentiellement du public itinérant, vélo ou rando. Et finalement, dans ce secteur-là, ce qui manquait beaucoup, puisque c'est complètement isolé, c'était une offre de restauration pour ce public qui bouge et qui a besoin aussi de se restaurer. Donc, on a combiné dans ce même établissement une offre d'hébergement simple de 15 places en gîte d'étape et une offre de restauration qui la complète. D'accord. Et je crois que c'est devenu aussi un lieu de rencontre entre justement les itinérants, les touristes et les habitants de la commune. Mais oui, en fait, c'est par le biais du food truck que vous voyez, c'est une caravane, une vieille caravane qui a été retapée par nos bénévoles, parce qu'on est une association, je le rappelle, donc on a aussi un réseau de bénévoles qui gravitent autour de nous, professionnels, et qui ont permis justement de mettre en place ce petit food truck qui du coup anime le lieu et crée la rencontre, crée l'envie de venir sur ce site, pas uniquement pour les touristes finalement, mais aussi pour les locaux qui sont bien contents de trouver une petite offre de crêpes ou de glace, des choses qui sont simples et locales. Et la rencontre se fait comme ça entre des itinérants et des personnes qui vivent dans le secteur de Scrignac. On va venir sur un autre exemple qui est assez différent, qui illustre bien la diversité de ce que Hostal a pu adapter comme
service sur des territoires différents. Donc, on part maintenant à Morlaix. Oui, alors Morlaix, c'est la structure, la deuxième, on va dire en termes de capacité de couchage, c'est la seconde, elle a 83 lits aujourd'hui. On l'exploite depuis 2008 et elle appartient donc à Morlaix Communauté, hein, la Comcom du territoire. Et voilà, ça fait 15 ans qu'on l'exploite et depuis un an, la collectivité a cherché en fait à déléguer la gestion de la cafétéria des étudiants qui se trouve juste en face, l'IUT se trouve juste en face de l'auberge. Et de manière très naturelle, en fait, on a répondu à cet appel-là en inscrivant la cafétéria au sein des locaux de l'auberge. Toujours dans une dynamique de participer. Je ne dis pas qu'on a vocation à répondre à tous les besoins du territoire parce que ce n'est pas notre sujet, mais en tout cas de participer là où on est en capacité de faire. Et on a un lieu qui, avec un restaurant, une cuisine et une salle de restauration qui était capable de pouvoir accueillir ces étudiants. Et donc, on a mis en place ce partenariat avec la communauté de communes l'année dernière. C'est un partenariat qui fonctionne bien. On est même au-delà de ce qu'on... Voilà, l'espace devient un petit peu même trop petit pour tous ces étudiants parce qu'ils sont passés de 80 à 180. Donc, nous aussi, il a fallu qu'on soit en capacité de nous adapter à cet afflux d'étudiants, mais qui apporte pour nous aussi, pour la structure, réponse à notre engagement de faire vivre des lieux de rencontres avec la jeunesse, en l'occurrence. Là, c'est plutôt intéressant. Super. Et enfin, une illustration aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, plus en termes de préservation du patrimoine et de lieux patrimoniaux historiques, en termes de réhabilitation et de faire vivre ces différents sites. On voit ici un petit peu des typologies d'hébergement assez marquées et différentes. Si tu peux en dire 2 mots. Oui, alors Hostal-Brest, c'est l'auberge de jeunesse donc, qui est classée au monument historique. En effet, c'est la seule en France, en fait, un monument qui a son usage premier encore. Et donc, l'auberge de Brest est un peu le joyau du patrimoine de la ville de Brest. Cette auberge appartient à la ville de Brest et accueille 136 lits. Donc, on est vraiment sur la plus grosse structure du réseau. Une ancienne gare dont je parlais tout à l'heure, donc Hostal Scrignac, qui a été réhabilitée en gîte d'étape. Hostal Île-de-Bas, donc là, pour le coup, l'auberge de jeunesse, ce sont 5 bâtiments diffus sur 1 hectare et qui appartiennent par contre à l'association. C'est l'histoire qui a amené l'association à acquérir au fur et à mesure en fait des bâtiments, puisque la collectivité, sur une toute petite île, n'était pas en capacité de les financer. Donc là, c'est l'association qui en est propriétaire. Et pour finir, donc Hostal Concarneau, qui est un ancien abri du marin, qui appartient aussi à la ville de Concarneau et que nous exploitons depuis les années 1953, je crois. Voilà, donc on voit bien au travers aussi de ces implantations, de ces patrimoines, le rôle finalement qu'ont ces hébergements collectifs dans le fait de les maintenir aussi en bon état, de les entretenir, de les faire vivre, de faire vivre ces patrimoines. Donc c'est aussi quelque chose à retenir que je trouve particulièrement intéressant dans le réseau Hostal, c'est comment sur des territoires, des hébergements collectifs peuvent venir s'implanter, en effet, dans des patrimoines qui sont réhabilités, qui peuvent être en friche, et redeviennent en fait des moteurs, des lieux de vie et des moteurs de développement économique et touristique, bien sûr. Et enfin, donc, vous êtes engagé, Marie, aussi dans des services spécifiques, on l'a vu tout à l'heure sur Scrignac, et des labellisations particulières pour vous adresser à des clientèles sur des thématiques. Oui, alors en effet, l'engouement depuis le Covid, n'est-ce pas, sur le public itinérant vélo et rando, bien qu'avant même le Covid, nous étions déjà labellisés parce que c'est un public que nous accueillons depuis très longtemps. Mais pour autant, on voit bien en fait qu'il y a un afflux important de ce type de public
et qui est en recherche d'hébergement avec service. Et ces services-là, finalement, sont nécessaires dans le cahier des charges de la labellisation rando-accueil ou accueil-vélo, ou pour le vélo en l'occurrence, où il est nécessaire d'avoir un local sécurisé, avoir de quoi nettoyer son vélo, le réparer. Le choix d'Hostal a été de s'inscrire aussi dans ce type de labellisation, puisque c'est recherché par ce type de public. Ok, très bien. Merci Marie pour cette illustration concrète d'offres. On voit dans ce réseau qui sont toutes différentes les unes des autres et qui ont développé pour certaines des services qui peuvent aller jusqu'à des choses très spécifiques comme j'ai des étapes itinérance où on l'a vu, l'accueil d'étudiants, la restauration étudiante. On va faire maintenant un petit point sur le classement Atout France, auberge collective. Vous voyez avec cette diversité déjà au sein du réseau Hostal, la diversité d'hébergements collectifs que ça peut regrouper. Et en effet, donc ce classement Atout France, c'est le dernier né dans l'historique de l'apparition des classements. Il est assez particulier, assez différent des autres typologies d'hébergement. Ça peut être étonnant dans le sens où il n'a pas d'étoiles, il n'a pas de définition très stricte en termes de capacité d'accueil, par exemple de nombre de lits minimum pour entrer dans ce classement. Il n'a pas non plus de choses fixées sur une proportion de chambres partagées, par exemple, dans l'offre obligatoire. Donc finalement, il laisse une grande ouverture, une grande liberté pour s'y inscrire. Ça peut être intéressant aussi, puisque vous savez que l'intérêt de classer les hébergements touristiques, derrière, ça va avoir des incidences pour la clientèle. C'est quand même un gage d'une certaine qualité, d'un contrôle, en tout cas, la qualité de l'hébergement, des services. C'est aussi intéressant en termes de fiscalité pour avoir accès à de la TVA à taux réduit, en termes de taxes de séjour. Donc finalement, c'est un classement qui est relativement ouvert et qui peut permettre à des collectivités ou des exploitants privés de s'y inscrire. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vous me direz, alors il est un peu flou, il a cette grande liberté. Qu'est-ce qu'il fixe, ce classement? On va en fait y retrouver quand même des prescriptions sur les types d'équipements, sur les services à proposer aux clients. Également en matière d'accessibilité et de politique de développement durable. Donc, je vous ai mis là sur cette slide quelques exemples, quelques illustrations d'équipements, de services et de démarches de développement durable qui vont être obligatoires dans le cadre du classement. Obligatoire ou pas, par exemple, vous voyez ici la labellisation, on peut aller vers une labellisation environnementale, mais elle n'est pas obligatoire dans le cadre du classement. Donc là aussi, on est libre de mettre le curseur à différents niveaux possibles. Ce classement, il existe maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je voulais vous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui à fin mars 2025. Donc, selon les données d'Atout France, on a aujourd'hui donc 85 auberges collectives qui sont officiellement classées en France. Ça augmente en continu depuis la création de ce classement. Par exemple, les hébergements du réseau Hostal aujourd'hui ne sont pas encore classés officiellement auberges collectives. C'est un travail qui leur reste à faire. Mais on a quand même de plus en plus de structures qui passent ce cap du classement. On a fait une petite analyse en termes de capacité de ces auberges collectives identifiées à Atout France, en termes de localisation, en termes de typologie aussi, savoir si ce sont des structures issues du tourisme social et solidaire ou des structures plus privées, groupes hôteliers, etc. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ici sur les capacités, on a des choses qui sont vraiment très très variées. Ça va de 8 pour la plus petite
à 486 pour la plus importante. 486, on est à Paris. Des localisations, donc majoritairement dans les grandes villes, mais aussi, vous le voyez, hein, sur 27% de l'offre quand même, cette offre classée à la campagne et dans des villes petites et moyennes. On va retrouver aussi hein, les offres des stations littorales et montagnes, à peu près 20%. En termes de typologie, les structures associatives du tourisme social et solidaire, aujourd'hui, elles représentent 2/3 de l'offre classée en auberge collective. Une des explications de cette forte proportion, hein, c'est aussi, on va le voir un petit peu après, que les structures privées qui sont plus proches en fait, du secteur hôtelier, elles peuvent être classées, soit classées en hôtellerie et pas forcément en auberge collective. Donc, voilà quelques points de repère sur le classement actuellement. Et derrière cette diversité de structures, il y a aussi une diversité d'opérateurs. Donc, la première catégorie, hein, ce sont ces acteurs historiques qui ont œuvré pour créer, exploiter, développer depuis de très nombreuses années des hébergements collectifs un petit peu partout en France. Ce sont donc les structures du tourisme social associatif. Donc, quelques chiffres, hein, aujourd'hui en France, c'est à peu près 80 auberges. Ça représente environ 5000 lits. Et ça fait partie d'un réseau mondial beaucoup plus développé. Comme exemple d'opérateur, bien sûr, Hostal, hein, qui, avec Marie, qui co-anime le webinaire. Autre catégorie d'opérateurs qui va être très différent hein, des premiers, ce sont les grands groupes hôteliers qui développent de plus en plus de structures, notamment en milieu urbain, avec, on peut dire actuellement, une quinzaine hein, d'opérateurs structurés. J'ai mis comme exemple The People, c'est ceux qui ont le plus grand nombre d'établissements en France. Vous avez le groupe Accor avec les auberges Joe & Joe, vous avez Slow Hostel, vous avez en fait beaucoup, hein, beaucoup de groupes qui se sont positionnés sur ce marché, parce qu'on va le voir juste après, en fait, ça répond réellement à une demande très importante. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles offres sont très rapidement en fait, absorbées par le marché. Les taux d'occupation sont très élevés sur ces hostels plutôt urbains, hein, également en station. Et derrière, on a des fonds d'investissement hôteliers, privés, qui sont très intéressés par ce secteur et une grosse dynamique de croissance de l'offre et du nombre de lits. Et puis enfin, on a une troisième catégorie d'opérateurs qui est un petit peu différent. Je vous ai mis comme exemple Eviob. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est entre l'hôtellerie, l'auberge collective. Eux, ils ont développé des projets davantage au milieu rural. Par rapport aux grands groupes hôteliers hein, qu'on peut avoir dans la catégorie du dessus, dont le but aussi, hein, c'est de développer des fonctions, des services qui vont s'adresser à des extérieurs, à la population locale, des espaces de coworking, des espaces d'événementiel, d'exposition, qui viennent en fait enrichir aussi l'offre du territoire, peut-être un petit peu plus fortement que dans des hostels urbains où finalement il y a aussi beaucoup d'offres hein, qui existent autour d'eux. Donc vous voyez qu'on a une diversité aussi en termes d'opérateurs présents sur ces marchés et des possibilités en fait pour des collectivités qui voudraient développer des projets en fonction de la localisation, des cibles de clientèle. Vous avez des catégories en fait d'acteurs, d'opérateurs différents en face de vous que vous pouvez impliquer dans des projets. Je vous dis quelques mots sur ce qui se développe en fait le plus actuellement. Donc, ce sont ces hostels hein, qui
plus en milieu urbain, avec vraiment de l'investissement privé très présent sur ce type d'offre. Donc ici, vous avez quelques données qui sont issues de l'observatoire que fait paraître chaque année le groupe KPMG. Donc en 2023, en 2024, vous voyez qu'en 2023, en fait, il parlait de hostels de nouvelle génération. En 2024, il parle de hybride hostel. Donc en fait, on se déplace sur ces catégories d'offres de plus en plus vers l'hôtellerie et vers des choses qui sont composites, mais avec en fait des proportions de chambres partagées qui vont être de plus en plus faibles finalement et se rapprocher de l'hôtellerie, mais sur des concepts plus jeunes, plus conviviaux, plus ouverts à des diversités de clientèle. Vous voyez ici quelques chiffres. En 2023, les hostels ils représentaient 10 000 lits. Avec une très forte croissance depuis 2017, à peu près 50% de l'offre à Paris. En 2024, les hybrides hostels, donc, ils ont un petit peu élargi leur panel avec des offres de type éclos hôtel, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, qui sont un petit peu plus proches de l'hôtellerie, comme je vous le disais. Quand on les intègre, ces offres-là, en fait, on a un doublement de la capacité depuis 2019, ce qui est quand même très conséquent. Ce qui veut dire aussi qu'en effet, ces offres, elles rencontrent des attentes de clientèle qui sont là. La demande, elle est très vite absorbée. 78% de ces offres, elles sont en ville. C'est quand même très marqué urbain. Vous voyez, les taux d'occupation, ils sont très élevés. Ils font envie à beaucoup de secteurs et d'autres typologies d'hébergement. Sur le Grand Paris, on a plus de 80% de taux d'occupation moyen. Des chiffres d'affaires aussi par lit qui sont très élevés. Donc voilà, on rentre en tout cas, dès qu'on parle de hostel urbain, dans un univers qui est un peu différent. Et c'est pour que quand vous entendez parler de ces offres, que vous voyez des chiffres, que vous ayez aussi bien ça en tête. Il y a quand même dans ces appellations, hébergement collectif, auberge collective, des réalités derrière qui sont en fait assez marquées et différentes les unes des autres. Et je vais donc repasser la parole à Marie, parce que c'est vrai que à côté donc, de ces offres avec donc des grands groupes, des investisseurs présents, etc., on a bien sûr toute l'offre historique du tourisme social et associatif, dont on peut dire, nous, en observant les territoires pour lesquels on intervient, les projets qu'on peut accompagner, l'intérêt aussi de ces acteurs, c'est qu'ils sont ancrés dans leur territoire, dans aussi des valeurs, et que ce sont les acteurs qui vont le plus s'adapter et chercher à développer vraiment des services sur mesure. Et en tout cas, c'est le cas d'Hostal. Et donc, Marie, si tu peux nous redire, nous refaire un petit point peut-être sur justement les montages, la diversification de vos activités dernièrement. Marie, on ne t'entend pas, tu n'as pas ouvert ton micro. Pardon. Oui, juste pour rebondir sur la slide précédente où tu présentais donc les différents opérateurs du marché, on est là dans le milieu exclusivement ou essentiellement urbain. Ces hostels-là aujourd'hui sont dans une démarche encore sur des métropoles parce qu'il leur faut un flux vu les investissements colossaux qui sont en face. Nous, on ne s'inscrit pas. Alors, je vais mesurer mes propos par la suite, mais on n'a pas les mêmes vocations. Ces hostels, c'est un groupe d'investisseurs privés qui existent dans le paysage aujourd'hui de manière plus importante. Ils sont dans une vocation purement commerciale et c'est leur business model. Nous, acteurs du tourisme social et solidaire, on a aussi une vocation sociale.
et solidaire. Ce qui fait qu'on a une démarche vis-à-vis des collectivités où on peut être dans une offre qui peut être plus sociale, donc tant qu'elle est à l'équilibre, mais qui ne répond pas forcément à une démarche commerciale. Je tiens à le préciser parce que c'est pas la même chose en fait. On n'a pas de gros investisseurs derrière nous, on est dans l'accompagnement des collectivités de manière aussi à ce que l'association puisse trouver son équilibre. Ceci étant dit, s'il y a encore 30 ans, le modèle de l'auberge historique fonctionnait très très bien parce que le public arrivait sans même qu'on ait besoin de commercialiser les équipements. On parlait même pas de commercialisation. À l'époque, le public arrivait de manière assez naturelle. Aujourd'hui, on est confronté à une situation différente. Pour reprendre donc, voilà, la slide en cours sur le volet juridique et économique, on a bien vu aussi que les collectivités qui sont propriétaires des bâtiments dont je vous parlais tout à l'heure, mis à part l'Île-de-Bas, nous ne sommes qu'exploitants, nous ne sommes pas propriétaires. Ces bâtiments étaient mis à disposition dans le cadre d'AOT, de conventions en fait d'occupation temporaire, permettant à l'association d'exploiter et de répondre à un besoin d'hébergement touristique et social. Aujourd'hui, les collectivités voient leur budget baisser, n'ont plus de dotation déjà en termes de subventions de fonctionnement, il n'y en a plus depuis déjà quelques années, mais attendent maintenant à ce que les opérateurs, type nous, investissions dans le bâti public, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, on se retrouve, nous, associations, à être à la fois exploitants et à la fois investisseurs, sans les gros groupes hôteliers dont parlait Mathilde derrière. Donc ce sont des montages qui sont nouveaux, qui sont fragiles, mais on tend vers ça. De toute façon, on sait très bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière. L'association doit trouver une marge de manœuvre pour pouvoir investir. D'où la nécessité aussi de diversifier nos services pour maintenir un hébergement touristique et social accessible. Il nous faut aussi des axes de développement. Donc, nous avons pris le parti d'ouvrir le volet restauration, pas qu'à nos passagers, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi au public extérieur, de manière à avoir un flux et une activité nous permettant d'être à l'équilibre sur nos structures. Et l'association Hostal, donc depuis 1 an maintenant, a fait aussi le choix de créer une entité un peu particulière, une entité juridique différente qui s'appelle Hostal Service, pour laquelle je suis salariée, moi, aujourd'hui, où finalement, ça rassemble tous les services supports de l'association. On a dû s'adapter ainsi de manière à pouvoir apporter une offre de service aussi aux acteurs donc locaux, bretons, voire même nationaux, sur notre expertise finalement dans le tourisme social et solidaire et cette évolution que nous conduisons avec notre équipe support, donc, qui recouvre le marketing, la communication, la direction, la maintenance, un petit peu tout ça. Très bien, merci Marie. Et tu voulais compléter avec l'exemple voilà l'exemple du bistrot du Cragou. Oui, c'est le dernier né. C'est le dernier né de l'association Hostal. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'appuie aussi sur des volontés de territoire. Et là, donc, le bistrot du Cragou, c'est une volonté de la commune du Clos de Saint-Égonnec, également dans le rural du Finistère, près de Morlaix. Et la commune qui a 600 habitants a fait le choix de créer un restaurant parce qu'elle voulait redynamiser et apporter du service et des lieux de convivialité sur sa commune. Un restaurant et un gîte d'étape. Nous, on y a répondu favorablement, en tout cas, pour la gestion, la prise en exploitation du gîte d'étape, puisque c'est quelque chose qui participe à notre réseau, et à la fois aussi à la gestion du bistrot de campagne, c'est un restaurant-bar en fait, de manière, comme je vous le disais tout à l'heure, à apporter l'équilibre dans notre exploitation et d'avoir ces deux activités qui se complètent.
Très bien. Merci Marie pour cette dernière illustration. On va conclure notre présentation avec un petit récapitulatif de voilà, une auberge collective sur mon territoire. Comment, à partir des exemples, des informations qu'on vient de voir, comment en fait une collectivité demain peut s'attaquer à ce sujet-là. Comme l'a dit Marie, ça peut être pour des besoins aussi variés. C'est de l'hébergement, mais c'est aussi du service, de la restauration, de l'animation qui vient être apportée dans un territoire, notamment, donc ça va être très intéressant aussi sur des territoires ruraux, des territoires intérieurs, comme c'est le cas en Centre-Bretagne. Alors, la première étape, c'est détecter et travailler une opportunité. On crée un hébergement collectif le plus souvent aussi quand on a un patrimoine, un ancien hébergement qui a été fermé, une friche touristique qui est localisée sur un nouvel itinéraire de randonnée, qui a cette possibilité de repartir sur de l'activité. Donc voilà, souvent il s'agit d'une localisation volontaire, c'est-à-dire vraiment de pouvoir détecter là où il y a des besoins pour aller rechercher des implantations, des fonciers, des immobiliers qui peuvent se prêter à ce type de projet. Ensuite, la seconde étape, c'est d'évaluer le potentiel et de confirmer le positionnement. C'est un travail d'ingénierie. Bon, ça, c'est bien sûr sur ces volets-là que nous travaillons au cabinet Alliance, que commence à travailler au stade service également pour accompagner les collectivités à bien positionner les clientèles, à se poser la question de, on voit qu'on peut avoir des offres assez variées, on peut s'adresser à des cibles très différentes, aussi différentes en fonction des périodes de l'année, en semaine, en week-end. On peut vraiment aussi penser son offre pour optimiser un modèle économique, optimiser du remplissage. Il va y avoir aussi des questions très concrètes qui se posent sur du fonctionnement parce que là, on n'a pas tellement abordé ces aspects-là avec Marie, mais quand on ouvre un restaurant, il faut pouvoir mettre le personnel qui est qualifié, qui va être disponible, qui va pouvoir assurer ce service. Ce n'est pas des choses simples et qu'il faut bien penser en amont. Après, il y a l'étape qui est très importante, qui est de rechercher un partenaire exploitant, voire investisseur, selon les cas. Donc, on a bien vu que dans des milieux urbains, on n'aura pas de mal à trouver des groupes hôteliers, des investisseurs. Ça va être beaucoup plus délicat dès qu'on se trouve sur des territoires ruraux, des territoires peut-être moins dynamiques, moins touristiques, qui pourtant ont des vrais potentiels de développement, mais où trouver l'exploitant va être vraiment aussi un des moments clés qui fait que le projet va aboutir ou va pas aboutir. Et très souvent, nous, ce qu'on conseille aux collectivités qu'on accompagne, c'est de commencer à faire des appels à manifestation d'intérêt, à se rapprocher de structures qui peuvent exister à côté d'elles pour aussi discuter, commencer à travailler le projet avec déjà c'est beaucoup, mais des fois des exploitants potentiels et de pouvoir bien orienter les choses dès les phases de projet. Et puis enfin, quand on a ce partenariat qu'on a réussi à conclure pour une collectivité avec un exploitant, tout le travail pour la durabilité du site, ça va être de l'inscrire dans la durée, ça va être de savoir se parler et échanger à des moments stratégiques quand on détecte une difficulté, quand on détecte un nouveau besoin, une opportunité. On a vu le cas d'Hostal qui en fait développe très régulièrement des sites, des nouveaux services et le fait en dialogue avec les territoires, les collectivités avec lesquelles ils travaillent au quotidien. Donc voilà, pour synthétiser, pour conclure cette présentation,
Marie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au temps d'échange. Non, mais il y aurait tellement de choses à raconter, parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait qu'on ne peut pas aborder en si peu de temps. Mais par contre, s'il y a des questions, je vais tenter d'y répondre avec grand plaisir. Donc voilà, donc nous avons fini le temps de présentation et mais vous pouvez réagir, hein, soit sur des demandes de précision, des témoignages ou des interrogations que vous avez. N'hésitez pas à intervenir, vous ouvrez votre micro, on n'est pas très nombreux, donc ça permet de faire ça. Et peut-être de savoir, parce que finalement, on n'est pas si nombreux là autour de la table, de voir un petit peu d'où vous venez. Moi, j'aime bien. Je suis toujours intéressée de savoir qui est là et si, qu'est-ce que vous veniez rechercher finalement dans cet échange, hein, ou cette présentation. Bonjour, moi je veux bien commencer. Voilà, je m'appelle Claire, j'habite en Wallonie, en Belgique, et en fait, j'accompagne pas mal d'agriculteurs qui font des hébergements touristiques, et on voit une certaine tendance actuellement également au niveau des fermes de créer des lieux d'hébergement touristique un petit peu différents, qui vont entre le tiers-lieu, le gîte, pas forcément juste classique, et donc voilà, j'étais intéressée par la thématique. Et moi, je me posais la question, en fait, est-ce qu'il y a des critères qui différencient ce que vous appelez les auberges collectives de l'hôtellerie? Est-ce qu'il y a des critères bien précis ou bien c'est plus une question finalement d'objectif qui fait qu'il y a une limite et qu'on d'hôtel, on passe en auberge collective? Non, alors le seul critère, c'est de proposer des chambres partagées, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des dortoirs. Hein, maintenant, on dit D'accord. chambres partagées, c'est plus chic. Parce qu'aussi, on a vu, hein, la forme des Oui, dortoirs oui. a évolué. Ouais. Mais voilà, ça, c'est vraiment ce qui va différencier l'hôtellerie au sens strict et les auberges collectives. Mais maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une grosse évolution des hostels qui, sur des lieux très dynamiques où il y a en effet beaucoup de flux, hein, qui leur arrivent, ils vont avoir tendance à réduire leur part de chambres partagées en fait. Donc ils conservent cette offre-là parce que de toute façon il y a toujours aussi une clientèle jeune qui va chercher des tarifs accessibles, hein, moins chers que prendre sa chambre pour soi tout seul. Qui aiment aussi, hein, ce contact, la rencontre, etc. Mais qui vont privilégier malgré tout des chambres tout confort, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient des chambres duo. Et c'est vraiment le critère qui fait la différence. Vous ne pouvez pas être auberge collective si vous avez 0 chambre partagée. Ok, merci. Voilà, c'est Et une petite question. enfin, il y a un autre critère aussi qui est important à prendre en compte, ce sont les espaces communs. Ouais. Parce que dans un hôtel, finalement, on va essayer d'optimiser tous les espaces pour la partie hébergement commercial, finalement, exploitation. Or, dans une auberge collective, il y a vocation à justement créer des lieux où les gens puissent se rencontrer. C'est pas dans les chambres, mis à part dans les dortoirs. Il y a des lieux qui sont quand même propices à ça, avec une cuisine ouverte aussi aux personnes qui veulent se préparer à manger. C'est pas forcément des services qu'on va trouver en hôtellerie classique. Ok, voilà. Merci. En prie. Moi, je peux prendre la parole si vous voulez, Mhm. si c'est possible. Donc moi, je suis responsable du pôle tourisme durable à la Ligue de l'enseignement. On a un gros opérateur de tourisme social. Et du coup, je suis venue, on gère à peu près une centaine de centres de vacances, centres et villages de vacances sur tout le territoire national. Et du coup, on travaille beaucoup sur l'adaptation de notre offre aux évolutions du marché, forcément. Donc moi, je suis plus spécialisée sur la question de RSE, mais on se questionne aussi évidemment dans cette optique-là sur la prospective du tourisme social et quelles sont les perspectives et les opportunités d'évolution
Park, parce qu'on fait partie, on a de tout, hein, à la fois, on a encore des centres avec la photo d'avant, là, de la deuxième slide, et puis on a quand même, heureusement, pas mal de centres qui passent à la photo d'après. Mmh. Et puis on a aussi des structures qui ont vraiment amorcé le tout, et c'est assez important. Du coup, j'étais venue voir comment, enfin, j'étais plus intéressée par le boutiquage de comment on fait que c'est général, voilà. Et dans le coup, voilà, ça rassure dans le fait de dire que on a pris le tournant, mais c'est que j'avais envie peut-être de plus de techniques sur le côté comment faire territoire, comment identifier les leviers sur son territoire, comment accompagner à identifier les leviers, voilà, comment ça se boutique plus d'un point de vue concret. Mais cela dit, je vous remercie parce que c'est très chouette d'avoir eu cette initiative de proposer ce webinaire et qui permet de faire connaissance. Et puis, c'est toujours chouette et important de sortir de l'entre-soi, que comme on est gros, on a beaucoup Mmh. l'habitude de travailler en cercle clos. Et du coup, Mmh. c'est intéressant aussi de découvrir d'autres manières de voir ou de faire, ou de se dire que finalement, aussi, évolue aussi dans le bon sens, les autres. Ouais. Merci. C'est vrai qu'on n'est pas rentré réellement dans le technique sur comment faire territoire. Pour autant, je vais tenter d'illustrer quand même une approche qu'on a eue avec la ville de Morlaix sur l'auberge de jeunesse de Morlaix, en fait, qui est un projet d'auberge du voyageur. C'est un dispositif régional et je pense qu'il est important aussi de, comme vous le disiez, de s'ouvrir et de questionner, pas forcément en huis clos, mais de s'appuyer aussi sur des instances qui sont parfois plus grandes. Donc nous, la région Bretagne est un acteur qui nous accompagne dans le projet et qui accompagne les collectivités. Et pour faire justement territoire, dans le cadre de l'auberge du voyageur, on a mis en place des ateliers collectifs qui représentaient à la fois des usagers, à la fois des élus de la commune, des techniciens, des professionnels du secteur du tourisme, d'autres du social, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais nous accueillons dans notre dimension sociale, nous accueillons des personnes en hébergement d'urgence aussi dans les auberges. On a des étudiants qui sont accueillis également dans le cadre de leur alternance pour avoir un loyer à bas prix et à la nuitée. Donc finalement, on a essayé d'agréger l'ensemble des acteurs qui pourraient être intéressés autour de ce lieu-là, au-delà de la partie purement touristique. Bien au contraire, l'idée c'était d'ouvrir sur le territoire et de questionner les uns et les autres sur comment faire territoire au sein de ce lieu, finalement. Et le dispositif qui a été mis en place par la région nous a permis d'aller un peu plus loin que si on avait simplement pensé à 4 dans un bureau, sur comment on répond justement à une attente d'habitants sur le territoire, sur les expos, on a mis en place des marchés de Noël, enfin des choses comme ça en fait, qui permettent de faire vivre le lieu et de l'ouvrir aux personnes qui habitent la ville en fait. Merci Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou poser une question? Très bien. On va donc s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Donc le replay sera disponible et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à une prochaine fois peut-être. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.